Bonjour à tous, bienvenue à la séance d'aujourd'hui de Dementia Talks Canada. Je suis éditrice en chef à la Société de l'Alzheimer du Canada et je modérerai la discussion d'aujourd'hui. Cette séance est présentée par la Société de l'Alzheimer du Canada en coopération avec Brain Canada. Vous pourrez trouver davantage de renseignements sur ces deux organisations dans le clavardage. Avant de souhaiter la bienvenue à tous nos panélistes, je tiens à passer en revue quelques points d'ordre administratif. Cette session est proposée en anglais et en français. Pour sélectionner la langue de votre choix, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et choisir la langue souhaitée. Vous remarquerez également que des questions de sondage apparaîtront occasionnellement sur votre écran tout au long de la séance. Les réponses au sondage nous aident à comprendre si nous répondons à vos besoins, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos observations. Cette conférence est enregistrée et sera disponible sur le site Internet de la Société Alzheimer et sur la chaîne YouTube au début de la semaine prochaine si vous souhaitez la revoir ou la partager avec des amis. Nous vous enverrons un message à cette fin par courriel lorsque ce sera le cas. Enfin, il s'agit d'une conversation. Le clavardage est ouvert et modéré pour les conversations. Si vous souhaitez vous présenter ou partager des ressources ou parler de votre vécu ou vous présenter tout simplement. Si vous avez des questions à poser à notre groupe d'experts, envoyez-les par l'intermédiaire de la fonction questions-réponses de Zoom. Ça se trouve en bas de l'écran. Vous pouvez choisir d'ajouter une question et nous ferons de notre mieux pour répondre aux questions pendant la séance. Si nous ne parvenons pas à répondre à toutes les questions pendant l'heure que nous passerons ensemble, nous vous enverrons la réponse par courriel après la séance. Vous aurez une réponse, quoi qu'il advienne. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga de la Première Nation de Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et sur lequel se trouvent aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je reconnais également que Toronto, où je vis et travaille, est visé par le traité numéro 13 conclu avec les Mississauga de la Première Nation de Credit. La Société Alzheimer du Canada vous encourage à en apprendre davantage sur les initiatives dirigées et co-dirigées par les Autochtones en matière de démence, y compris, mais sans limiter, les trousses d'outils sur la démence de l'Association des femmes autochtones du Canada, le site web d'Anishinaabe Dementia Care, l'outil canadien d'évaluation cognitive pour les Autochtones et les ressources sur c'est un outil qui est adapté à la réalité des Autochtones et qui est également largement utilisé. Et je vous invite également à en apprendre davantage sur les ressources sur la démence du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, pour ne nommer que ceux-ci. Les sites web de ces organisations se trouvent maintenant dans notre clavardage pour que vous puissiez les consulter, les partager, les appuyer ou en tirer des renseignements. J'ai maintenant le grand plaisir de faire une brève présentation sur le sujet des biomarqueurs et de la démence, étant donné que ça peut être technique. Parfois, nous passerons ensuite à une discussion sur des travaux émergents dans ce domaine. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'un biomarqueur? En gros, c'est une façon plus courte de dire marqueur biologique. Les biomarqueurs sont des caractéristiques de l'organisme que l'on peut mesurer. Diapo suivante. Pour ce qui est de quelques biomarqueurs de santé courants, avant qu'on se penche plus précisément sur la démence, c'est un concept qui existe depuis assez longtemps. Lorsqu'on va voir un prestataire de soins de santé, on comprend des mesures de notre état de santé. Les biomarqueurs sont déjà mesurés, notamment la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la glycémie, le taux de cholestérol, la densité minérale osseuse. Il ne s'agit là que d'un certain nombre d'exemples que les professionnels de la santé, de biomarqueurs que les professionnels de la santé mesurent pour avoir un portrait de notre état de santé. Pour ce qui est des faits saillants sur les biomarqueurs, alors ces biomarqueurs sont des éléments qui peuvent être mesurés de manière précise et reproductible. Cela permet d'obtenir des mesures cohérentes. Cela peut aider à mesurer la présence ou l'évolution d'une maladie ou les effets d'un traitement qui est administré. Pour ce qui est de l'exemple de la pression artérielle,
Si on détecte une forte pression artérielle, eh bien, à ce moment-là, on me donne des médicaments pour traiter, ce problème et le biomarqueur, de pression artérielle peut être mesuré après le début de l'administration du médicament pour voir si celui-ci marche. Les biomarqueurs peuvent être moléculaires, peuvent être basés sur l'imagerie médicale comme, des, tomodensitométrie ou des IRM. Alors, qu'est-ce que ne sont pas les biomarqueurs? Les biomarqueurs ne définissent pas comment une personne se sent ou fonctionne. Par exemple, une personne, peut avoir de l'hypertension artérielle sans le savoir, jusqu'à ce qu'elle en soit informée par un professionnel de la santé à la suite d'une prise de tension artérielle, à la pharmacie, par le médecin ou à la maison. Les biomarqueurs ne sont pas non plus des symptômes cliniques. Les chercheurs et les scientifiques, les médecins, les professionnels aiment se servir de symptômes cliniques. Il s'agit, de la façon de détecter les maladies telles que ressenties par le patient. Pour reprendre l'exemple de l'hypertension artérielle, si par exemple j'ai des maux de tête ou des étourdissements, cela peut être des symptômes médicaux qui sont le résultat, de la tension artérielle élevée. Alors, c'est sûr que, le biomarqueur de l'hypertension artérielle est positif et peut-être que celui-ci est la cause de mes maux de tête. Donc d'où la différence entre un biomarqueur et un symptôme clinique. Les symptômes sont quelque chose que le patient signale et vit. Un biomarqueur potentiel également n'est pas significatif tant qu'il n'est pas prouvé qu'il l'est. Alors nous pouvons mesurer de nombreuses choses dans le corps, mais il faut, des recherches pour établir le lien entre ce que l'on peut mesurer dans le corps et l'état de santé, la maladie ou les troubles de santé. Qu'en est-il des biomarqueurs de la démence? Donc avant le début des années 2000, il existait peu de biomarqueurs connus pour la plupart des démences, notamment la maladie d'Alzheimer, la plus répandue. À l'époque, le principal moyen de connaître le type de démence dont souffrait une personne était de procéder à une autopsie. C'était le cas dans ma famille. Ma mère avait la démence, était atteinte de démence dans les années 90. Les médecins ont tenté de déterminer de quel type de démence il s'agissait parce qu'il y en a plus de 50 types, toutes sortes de troubles dégénératifs. Et la seule façon de le savoir, c'était après son décès par le biais d'une autopsie. Maintenant, il y a d'autres options qui s'offrent à la médecine. Les meilleurs biomarqueurs pour le diagnostic de la démence au Canada aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de ceux-ci, il y a les tomodensitogrammes, les IRM, les TEP, notamment pour l'imagerie cérébrale. Ces méthodes d'imagerie médicale peuvent aider les médecins à déterminer si les troubles de pensée ou d'autres symptômes peuvent être liés à un accident vasculaire cérébral, à des tumeurs ou à des fluides dans le cerveau. Les, scanners peuvent révéler un rétrécissement du cerveau lié à la démence. Ils peuvent également révéler la présence de bêta-amyloïdes, de tau ou de fluorodéoxyglucose qui, d'après bon nombre de chercheurs, peuvent être liés à un grand nombre de formes de démence. Des tests sont aussi disponibles au Canada portant sur le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est le liquide qui entoure le cerveau et la colonne vertébrale. On peut extraire ce liquide afin d'en détecter des protéines qui, selon de nombreux chercheurs, sont liées à la maladie d'Alzheimer, comme la bêta-amyloïde et la protéine tau. L'analyse et le prélèvement de ce liquide nécessite une ponction lombaire, donc à la base de la colonne vertébrale, et c'est une procédure assez courante. Parfois, l'imagerie cérébrale permet aussi, de détecter ces biomarqueurs, mais cette imagerie, ces outils d'imagerie ne sont pas forcément, disponibles partout au Canada lorsqu'on en a besoin. C'est donc la raison pour laquelle nous cherchons à nous pencher sur davantage de biomarqueurs. Le test génétique est un autre test de biomarqueur qui peut être utilisé aujourd'hui pour le diagnostic, pour déterminer si un type de démence est présent dans une famille. Il y a des cas de démence qui sont plus rares, mais cela peut être utile dans certains cas lorsqu'il y a des antécédents familiaux. Diapo suivante. Que faire ensuite?
Il s'agit de développer d'autres types de tests sur les biomarqueurs qui soient moins coûteux, donc les méthodes de ponction de liquide céphalorachidien, l'imagerie cérébrale. Cela peut rendre les diagnostics de démence plus faciles, moins coûteux et plus accessibles. Donc, on parle de tests de salive, de tests lacrymaires, de prélèvements sanguins et d'autres méthodes de tests sur les biomarqueurs. Merci à tous de votre attention et de votre patience. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Tous nos panélistes d'aujourd'hui ont récemment reçu des prix et des subventions du programme de recherche de la Société Alzheimer. Pour en savoir davantage sur ce programme, qui a permis de distribuer cette année près de 6 millions de dollars à 44 chercheurs spécialisés dans la recherche sur les maladies neurodégénératives, dont de nombreuses bourses en collaboration avec Brain Canada et d'autres partenaires, veuillez consulter le lien dans le cavarda. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à Michael Adachi, professeur adjoint à l'école de génie de l'Université Simon Fraser, qui travaille à la mise au point d'un outil de dépistage simple et peu coûteux, capable de détecter plusieurs biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. La bourse du programme de recherche de la Société Alzheimer est également cofinancée par la Fondation Brain Canada. Alors, bienvenue Michael, merci d'être ici avec nous. Nous avons également avec nous Jennifer Cooper, doctorante au département de pathologie et de médecine de laboratoire de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle étudie les biomarqueurs sanguins de la neurodégénérescence. Merci d'être ici avec nous, Jennifer. Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Pritha Wijesingh, chercheuse postdoctorale au département d'ophtalmologie et de sciences visuelles de la faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique. Pritha étudie les biomarqueurs lacrymaux de la maladie d'Alzheimer. Alors, merci beaucoup à vous tous de vous être joints à nous et d'avoir pris de votre temps précieux pour vous joindre à nous. Alors, commençons. Ma première question est la suivante. Que souhaiteriez-vous que les Canadiens sachent sur les biomarqueurs et la démence? Je demanderai à Jennifer de répondre en premier. Merci beaucoup, Léa, de votre présentation. Merci d'avoir donné un petit peu de contexte sur la façon dont les biomarqueurs peuvent nous aider à mieux poser des diagnostics biologiques plutôt qu'un diagnostic uniquement basé sur la symptomologie. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que ces diagnostics biologiques sont c'est quelque chose qui sera nécessaire, sachant que notre population vieillit et qu'il faut détecter davantage de démence. Par exemple, pour la maladie de l'Alzheimer, il y a des thérapies modifiées qui peuvent permettre d'éliminer l'amyloïde du cerveau ou la tau du cerveau, mais il faut être sûr que les caractéristiques biologiques soient là et elles peuvent être détectées, et ça ne peut pas être détecté, par exemple, par un test cognitif. C'est un peu comme quand on va chez le médecin et qu'on a mal à la gorge. On va lui demander de nous donner des antibiotiques et le médecin va vous dire, je vous donnerai pas d'antibiotiques tant que je ne sais pas que vous avez une infection bactériologique. C'est la raison pour laquelle nous voulons opter pour ces méthodes diagnostiques biologiques. Et les biomarqueurs sont une excellente façon d'y parvenir. Ce qu'il nous faut par contre, ce sont des tests biologiques plus accessibles et moins coûteux pour le système de santé. Donc moi, je m'intéresse aux biomarqueurs sanguins. Donc grosso modo, vous seriez en mesure d'aller faire prendre un prélèvement sanguin pour établir un diagnostic de démence ou d'Alzheimer en particulier. Ce qu'il faut savoir sur cette recherche, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va donner des résultats dans des années. C'est quelque chose qui évolue très rapidement. La recherche évolue très rapidement dans ce domaine. Au Canada, ce n'est pas encore largement disponible, mais cela commence à émerger. Alors, par exemple, aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe comme la Suède, certains tests sanguins pour l'Alzheimer commencent à devenir disponibles. Donc, c'est quelque chose que nous devons promouvoir au Canada et c'est quelque chose que nous devons chercher à rendre disponible dans les prochaines années, du moins on l'espère. Excellent, merci. J'apprécie votre analogie avec la gorge, les maux de gorge et la façon dont ce n'est qu'un symptôme et que ce n'est pas un biomarqueur. Donc, si le traitement est disponible, on peut l'administrer, mais avec la démence,
On peut avoir des problèmes de personnalité, de vision et cetera. Aller chez le médecin et celui-ci pourrait prendre un prélèvement sanguin pour, détecter des biomarqueurs de la démence, sachant qu'il y a déjà des traitements disponibles au Canada pour, gérer les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Exactement, merci. Michael, vous avez un point de vue différent sur la question. Vous avez le point de vue d'un ingénieur. Qu'est-ce que vous aimeriez que les Canadiens sachent, sur les biomarqueurs et la démence? Tout d'abord, merci beaucoup de me permettre, de participer à cet échange. Une chose, que j'aimerais que davantage de Canadiens sachent, c'est que beaucoup de recherches, très intéressantes et très prometteuses est en cours sur le sujet des biomarqueurs. La recherche en est parvenue à la conclusion que la protéine présente dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer peut apparaître 10 ans avant que des symptômes cliniques n'apparaissent. Ces protéines peuvent donc servir de biomarqueurs et on peut donc les trouver dans le sang ou dans d'autres, fluides, permettrait aux médecins de poser des diagnostics, mais peuvent être également utilisés comme prédicteurs, facteurs prédictifs plutôt, de la démence ou de la maladie d'Alzheimer, plus en particulier. Cela donne aux gens donc davantage de possibilités, de chercher de l'aide plus tôt dans le processus, obtenir un traitement de manière précoce, ce qui peut, limiter considérablement l'évolution de la maladie. Une autre application possible des biomarqueurs, c'est, d'identifier le type de démence dont le patient est atteint. Mon père était atteint de démence, mais nous n'avons jamais été en mesure de déterminer de quel type de démence il s'agissait, donc en rétrospective, ça aurait été intéressant de le savoir. Donc ça va nous permettre d'obtenir davantage d'informations à ce niveau-là, plutôt qu'un, diagnostic général. Ce serait fort utile et les biomarqueurs, pourraient nous aider dans ce domaine pour, différencier certains types de démence d'autres. Merci beaucoup de nous en avoir fait part. Effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de groupes de soutien spécialisés en ligne. Depuis que je travaille à la Société de l'Alzheimer, je ne cesse d'apprendre qu'il existe des, groupes de soutien pour l'atrophie post-corticale. Alors, si cela avait été disponible à l'époque pour ma mère, c'est quelque chose qui aurait été très intéressant. Alors même s'il n'y a pas de traitement forcément de disponible, ces outils, ces groupes de soutien peuvent être extrêmement utiles pour les patients et leurs familles. Alors merci de nous en avoir parlé. Prinça, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à ce, sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez que davantage de Canadiens sachent sur les biomarqueurs et la démence? D'abord, merci de me donner l'occasion de m'entretenir avec vous et je tiens à remercier la Société de l'Alzheimer et Brain Canada. Je tiens à souligner à peu près les mêmes choses. Il faut que les gens sachent qu'il y a un très grand nombre de formes de démence. Dans 70 des cas, c'est de la maladie d'Alzheimer, mais il y en a plein d'autres. J'aimerais que davantage de Canadiens sachent qu'il existe aussi différents biomarqueurs pour différents types de démence, par exemple. Notamment pour, un faible niveau de bêta-42 ou un niveau élevé, de protéines tau, peut-être, un biomarqueur de l'atrophie, peut-être un biomarqueur de la démence, de même que l'atrophie cérébrale. On aimerait que davantage de Canadiens sachent qu'une combinaison de tests sur des biomarqueurs, de même qu'une analyse des diagnostics, permettra de mieux comprendre de quel type de démence il s'agit. Par exemple, pour la maladie de l'Alzheimer, au moment de l'évaluation, initiale, on utilise l'imagerie cérébrale, mais, c'est assez invasif et coûteux. Alors il faut, mettre au point des tests,
plus rapide et moins coûteux. On peut prendre des mesures de traitement, lorsque la maladie est détectée très tôt. Merci, c'est un excellent point. Vous êtes tous, chercheurs, alors vous connaissez tous très bien le nombre de biomarqueurs qui existent, le nombre de types de démence qui existent. Alors merci de nous en avoir fait part et d'avoir souligné certains des avantages d'un diagnostic précoce. Alors merci beaucoup. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a autre chose à ajouter avant de passer à la deuxième question? Passons donc à notre deuxième question. N'hésitez pas à nous faire part de vos observations dans le clavardage. Alors, qu'espérez-vous avoir découvert ou mieux compris en ce qui concerne les biomarqueurs et la démence à l'issue de votre projet financé par le programme de recherche de la Société Alzheimer? Michael, vous pourriez peut-être commencer? À l'heure actuelle, c'est difficile, d'avoir accès à des tests, pour la maladie d'Alzheimer, comme Jennifer l'a mentionné. Aux États-Unis, certaines compagnies ont commencé à commercialiser des tests sanguins, qui permettent de détecter, les protéines bêta et certains gènes associés à la maladie d'Alzheimer. Le coût pourtant est encore assez élevé, ça va de 500 $ à 12 000 $ et il y a au moins une compagnie au Canada qui a commencé à offrir ce type de test. Mais je pense que l'un des inconvénients, c'est le coût, évidemment, et c'est habituellement effectué par, chromatographie, des lipides, mais cela exige un équipement très coûteux et l'envoi d'échantillons vers, un laboratoire centralisé où, les prélèvements peuvent être analysés, mais cela est évidemment extrêmement coûteux. Du côté de la recherche, nous tentons de mettre au point une manière plus simple de détecter ces biomarqueurs à faible concentration dans des échantillons sanguins, peut-être d'autres liquides biologiques. On veut se servir de la nanotechnologie et de détecteurs électroniques pour, détecter rapidement ces biomarqueurs. Excellent. Donc vous travaillez à l'élaboration d'équipements moins coûteux, et moins difficiles à faire fonctionner que de l'équipement de laboratoire, spécialisé. Ce qui permettrait de réduire le coût et d'augmenter l'accessibilité, bien entendu. D'accord, excellent. Printa, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, je sais que vous avez dit que le diagnostic était toujours, pour la démence, basé sur différentes mesures, différents aspects, qu'il n'y avait pas de un seul élément à prendre en compte. Je sais que vous avez une diapositive justement pour répondre à ces questions sur votre recherche. Alors, je vais demander à notre technicien d'afficher cette, diapo. Pouvez-vous nous en parler, un petit peu davantage? Oui, pour ce qui est alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont les biomarqueurs non invasifs et peu coûteux. En fait, l'œil et le cerveau, ont des origines, communes. Les scientifiques se penchent sur, des méthodes diagnostiques de biomarqueurs peu invasives, mais avec quelle précision, peuvent-ils détecter ces biomarqueurs et à quel moment du processus peuvent-ils les détecter? Donc ce qu'ils veulent détecter, ce sont des changements, moléculaires, des micro-ARN
Il régule la synthèse des protéines dans l'organisme. Donc, pour le moment, on se sert de modèles chez les animaux, on se sert de tissus cérébraux et d'échantillons de larmes, pris à différents moments pour voir comment ces biomarqueurs moléculaires évoluent. Donc, les micro-ARN sont un élément, de la génétique, heu, humaine. Ils régulent l'expression des gènes chez les patients. Il est extrêmement stable dans l'environnement extérieur et dans les fluides biologiques. Plusieurs études ont porté sur des personnes atteintes, de différents troubles et ces micro-ARN représentent un potentiel élevé, pour constituer des biomarqueurs. Donc il y a beaucoup d'études là-dessus dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Hem, Lorsqu'il est question de prélèvement sanguin, le sang, ne concerne pas que le système nerveux, par exemple. Il permet de détecter des biomarqueurs pour l'ensemble de l'organisme. Donc, si ce qui se passe dans le cerveau se passe également dans l'œil, eh bien, à ce moment-là, je peux peut-être me servir de l'analyse de ces prélèvements lacrimaires pour, tenter de détecter des biomarqueurs de dégénérescence cérébrale. Nous savons que les échantillons lacrimaires sont très faciles à recueillir, à prélever, c'est peu invasif, c'est peu coûteux. On prélève du liquide lacrimaire et on l'entrepose ensuite dans un flacon à -18. Alors là, on peut s'en servir comme méthode de départ. J'ai fait une étude préliminaire dans un modèle animal préliminaire. Ça portait sur, du tissu cérébraux, des tissus oculaires et des larmes. Maintenant, pour la maladie d'Alzheimer, on utilise un autre, modèle. Nous vérifions ces biomarqueurs à différents moments chez des souris mâles et femelles et ensuite uniquement chez des individus femelles. On peut donc se servir de ces biomarqueurs, on espère pouvoir utiliser ces biomarqueurs également chez les humains. Excellent, c'est, très intéressant. Merci beaucoup, Printha. Lorsqu'on a parlé plus tôt de ce sujet la semaine dernière, j'en ai beaucoup appris. Bon, c'est sûr qu'il faut pleurer pour il n'est pas nécessaire de pleurer pour qu'on puisse prélever un de ces échantillons, de liquide lacrymaire. On peut tout simplement le prélever à l'aide, d'un écouvillon et c'est beaucoup plus facile, à transporter et à stabiliser qu'un échantillon sanguin. Donc pour moi, ça m'a ouvert les yeux. Et c'est sûr que le sang, qui est un fluide qui parcourt l'ensemble de l'organisme, va porter des biomarqueurs de l'ensemble de l'organisme, alors que l'œil est étroitement lié au cerveau et permet donc de limiter le nombre de biomarqueurs qui concernent uniquement le cerveau. Si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe. Merci Printha. Vraiment un excellent travail de recherche et c'est tout à fait fascinant. Ça rendrait, heu, les tests, beaucoup plus accessibles. Jennifer, pouvez-vous nous en dire davantage sur vos recherches? Oui, bien sûr. Par rapport à ce qu'ont dit les autres intervenants,
On a dit tout à l'heure que le sang circule de l'ensemble de l'organisme et ne porte pas uniquement des biomarqueurs sur le cerveau. C'est vrai pour bon nombre de marqueurs, mais il faut aussi mentionner que ce sur quoi porte la recherche, c'est de trouver des marqueurs qui sont spécifiques au cerveau, des protéines qui ont été modifiées dans le cerveau. Lorsqu'on les détecte, on peut dire que c'est un petit peu plus spécifique sur le cerveau que d'autres. Alors, je pense qu'il faut en tenir compte. Et pour revenir sur ce que Michael a dit, ce qui est d'offrir une plateforme plus facile à utiliser et peu coûteuse. Alors, c'est très intéressant d'entendre parler de nouvelles méthodes technologiques, mais l'objectif d'un test sanguin, c'est de passer, c'est de nous servir d'infrastructures et de méthodes déjà disponibles dans les hôpitaux, par exemple. Ce que vise ma recherche, donc, c'est de tenter de nous faire passer du statut où nous avons un biomarqueur sanguin d'une personne atteinte d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence pour pouvoir prendre les dernières mesures qu'il manque pour mettre en place un traitement clinique. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On a un test sanguin pour l'Alzheimer, ça, c'est pas demain la veille qu'on va l'avoir, mais il s'agit de bien comprendre ces biomarqueurs dans tout un tas de scénarios. On veut avoir des biomarqueurs qui nous permettent de distinguer les différents types de démence. Lorsqu'on fera un prélèvement sanguin, est-ce qu'on sera en mesure de déterminer précisément si une personne a la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence? Peut-être qu'on pourra trouver aussi des biomarqueurs chez des personnes saines pour trouver des seuils, déterminer des valeurs cibles. Si vous revenez de chez votre médecin, si votre médecin trouve que tel niveau de ce biomarqueur est normal, à ce moment-là, il n'y a pas de souci à se faire. Mais si on dépasse un certain niveau de ce biomarqueur dans un prélèvement sanguin, peut-être qu'il faut envisager un traitement. Bon, bref, on veut pouvoir déterminer ces niveaux et tout ce qui peut être à l'origine de la modification de ces niveaux afin d'en faire une interprétation médicale, afin de mettre en application ces biomarqueurs et leur détection. Excellent, je suis ravi que vous travailliez là-dessus et je crois que ça m'aide énormément à comprendre, lorsque vous avez parlé de valeurs cibles. Bon, par exemple, si on fait un prélèvement sanguin et que mon médecin examine les résultats, bon, on entend souvent dire: «Alors voilà, voici la valeur normale, vous êtes en dessus, vous êtes au-dessus ou vous êtes en dessous» et on prend des mesures en conséquence ou on adapte un traitement. Mais il faut de la recherche pour déterminer quelle est, une valeur normale. Bon, sur la disponibilité et l'accessibilité des tests, je sais que vous avez tous beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors enfin, que pensez-vous que les gouvernements ou les organismes de soins de santé au Canada devraient faire à l'avenir dans le domaine des biomarqueurs et de la démence? Prinsa, vous pourriez répondre en premier. Je pense que les gouvernements devraient s'efforcer d'améliorer le diagnostic de la démence et de manière peu coûteuse. Peut-être qu'à partir de 55 ans, tout le monde au Canada devrait faire l'objet d'un examen annuel avec son médecin de famille pour établir un point de repère, un point de référence, terme de comparaison lorsqu'ils vieilliront. Alors, il y a certains examens qui ne prennent que quelques minutes. On peut détecter très tôt une perte de mémoire ou une perte de capacité cognitive. Cela peut donc permettre de mieux prendre des mesures
pour ralentir l'évolution de la maladie, pour que des accommodements soient pris en milieu de travail, par exemple. Bref, cela permet d'agir plus tôt. C'est ce que je recommanderais. Merci. Merci Prinfa. Même si vous travaillez sur la recherche sur les biomarqueurs, l'une de vos principales recommandations, c'est que bon, il ne s'agit pas que de se concentrer sur les biomarqueurs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, notamment effectuer des examens, de routine, sur, les troubles neurodégénératifs, qui permettraient de détecter s'il y a un problème de démence qui commence à se manifester ou ce genre de choses. Alors merci beaucoup, Printa. Jennifer, que pensez-vous de cela? Vous en avez déjà un petit peu parlé, vous avez parlé de la nécessité de la mise en œuvre et de la durée de mise en œuvre. Pour ce qui est de ce que devraient faire les gouvernements, bon, c'est sûr que c'est une question très vaste parce qu'il y a énormément de choses qu'on devrait faire. Donc ma réponse, c'est que nous devrions commencer à mettre en place une feuille de route de mise en œuvre. Les gouvernements devraient commencer à collaborer avec les chercheurs pour déterminer quelles seront les prochaines étapes de la mise en œuvre afin que la recherche puisse être appliquée. Je pense que ce serait très utile que le gouvernement travaille avec des chercheurs pour mettre en place un programme dans ce domaine. Et il y a plein d'autres domaines dont on peut s'inspirer. Certains pays ont commencé à détecter des biomarqueurs sanguins. Donc, comment y sont-ils pris? Comment le système fonctionne-t-il là-bas? Comment mettons-nous en œuvre les biomarqueurs là-bas? Est-ce que c'est un outil diagnostique? Est-ce que c'est un outil de détection euh, servant à prévoir la maladie chez certains individus? Alors, ce n'est pas qu'une seule chose que le gouvernement devrait faire, mais plusieurs, prendre un ensemble de mesures au fil des prochaines années. C'est un excellent point. Il y a beaucoup d'aspects administratifs à tout cela et qui sont en cours d'élaboration. C'est sûr que c'est énorme et cela exige une approche collaborative. Michael, qu'avez-vous à dire du point de vue d'un ingénieur? Merci beaucoup. Pour que cela bénéficie à la société, la recherche doit passer du laboratoire à la commercialisation. C'est sûr que le réseau des soins de santé facilitera cette application, de la recherche et l'une des façons dont ça peut être fait, bon, c'est sûr que c'est extrêmement coûteux et long d'obtenir l'approbation réglementaire. L'utilisation d'appareils et d'équipements peut être trop coûteux ou peut ne se limiter qu'à un nombre très restreint d'entreprises. Donc, je pense que les gouvernements devraient accorder davantage de soutien à la recherche pour son application. En effet, plus tôt la semaine dernière, on a dit qu'il y avait un coût considérable pour ce qui est de commercialiser des outils d'évaluation. Alors, même si ce n'est pas quelque chose d'invasif, il faut toujours s'assurer de l'innocuité de toutes ces procédures. Et donc, ça a été utile pour moi de savoir que il y a tout un processus d'évaluation des outils de détection. Alors, merci à tous énormément. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire avant qu'on commence notre période de questions-réponses? Je vois que dans le chat, on discute en français et on échange différents points de vue sur le fait de savoir si le dépistage précoce est utile. Alors moi, je pense que ça peut être très prometteur.
Moi, ce que j'aimerais voir, à titre de proche, d'une personne atteinte de démence, c'est qu'au moins cela donnerait aux gens le choix, la possibilité de savoir s'ils sont atteints de démence et ce qu'ils doivent, prévoir. Donc c'est une question de choix, mais c'est sûr que c'est une excellente conversation que vous avez dans le clavardage, heu, une conversation empreinte, d'un grand respect. Passons maintenant aux questions. Réponse. Alors, je vois qu'il y en a des très précises et d'autres qui sont, un petit peu plus générales. Nous allons commencer par Joanne Papineau. Si on ne peut pas y répondre en live, nous ferons, un suivi, par la suite. Est-ce qu'un test est disponible au Canada? Est-ce que quelqu'un le sait? Non, c'est pas votre domaine, de spécialité. Alors, Joanne, nous ferons un suivi avec notre équipe, de la société Alzheimer et nous vous enverrons la réponse après cette, séance. Merci de votre patience. Rebecca Atkinson à la question suivante, qui a trait à ce dont on parlait un petit peu plus tôt. Que faut-il pour que ce soit accessible aux Canadiens? On a entendu que le coût était un obstacle, mais quels sont les autres obstacles? Qui aimerait y répondre en premier? Je vais commencer par y répondre. Alors, il y a des obstacles très complexes. On a parlé du coût, mais également le fait que le processus d'approbation réglementaire du gouvernement n'est pas facile. C'est un processus complexe au niveau fédéral et au niveau provincial pour que ces tests soient approuvés. Et il y a aussi l'opinion publique qui entre en ligne de compte. Notamment dans le clavardage, on a débattu, on a vu débattre de la question de savoir si un dépistage précoce est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il est important de faire approuver ces différents tests de biomarqueurs avant que ces traitements soient largement disponibles, parce que si on attend d'avoir les traitements pour commencer à travailler sur le dépistage précoce, eh bien, on ne fait que reporter davantage notre capacité à bien mettre les choses en œuvre. Donc tout doit être, bien, ficelé dès le départ, mais c'est sûr, que c'est un défi que de rendre ces tests, disponibles et approuvés par, les différents paliers de gouvernement. Excellent point, merci Jennifer. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite, intervenir sur, les obstacles à l'accessibilité autres que le coût? Michael Prince, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Il faut savoir tout d'abord que la perte de mémoire est un signe normal de l'âge. Donc il s'agit, de détecter la perte de mémoire tôt, mais ça fait partie du processus normal de vieillissement. À l'heure actuelle, lorsque les gens commencent à suivre un traitement, on ne peut enrayer la progression de la perte de mémoire. Merci Prince. Bon, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire pour réduire le risque, de contracter, une forme de démence. On a un outil de réduction de risque, à la Société de l'Alzheimer du Canada. Je vais en indiquer les coordonnées dans le clavardage. Il y a différents tests que vous pouvez passer. Si vous vous trouvez dans des situations, eh bien, peut-être qu'on peut considérer que l'isolement social, est un peut-être, un signe de début de démence. Alors, vous allez trouver tout un tas de choses en suivant ce lien que je vous ai envoyé dans le clavardage. Merci beaucoup. Michael, avez-vous d'autres choses à dire sur, les diagnostics, les méthodes diagnostiques disponibles relatives aux biomarqueurs?
Oui, je pense qu'il convient de faire davantage de recherches sur les biomarqueurs dans le domaine de l'Alzheimer et d'autres formes de démence. Au moins dans le domaine de l'Alzheimer, il y a déjà un certain nombre de biomarqueurs qui sont établis et qui peuvent être utilisés pour poser un diagnostic précoce, mais un seul biomarqueur ne sera jamais la panacée. Les données scientifiques tendent à nous indiquer que certains biomarqueurs peuvent nous aider à prédire la probabilité que la démence survienne, mais il faut faire davantage de recherches à ce sujet pour mieux identifier ces biomarqueurs et en identifier d'autres en fait, et déterminer leur degré de précision également. Excellent. Bon, pour ce qui est d'autres aspects de diagnostic accessible des biomarqueurs, Rebecca, pour reprendre votre question, même comme les IRM, les PEP et la tomodensitométrie, ces méthodes d'imagerie cérébrale ne sont disponibles que dans des établissements hospitaliers d'importance, ce qui ne rend pas ces méthodes accessibles aux Canadiens qui vivent dans des milieux reculés ou ruraux. Donc, s'il y avait un test plus simple qui pouvait être transporté plus facilement, cela permettrait de surmonter cet obstacle. Et d'un point de vue général, comme on le sait, notre système de santé connaît un grand stress en ce moment. Et souvent, obtenir un diagnostic de démence, même avec ces tests de biomarqueurs qui existent, exige d'avoir accès à un spécialiste en démence. Par exemple, Impact AD, un centre de recherche de la Colombie-Britannique, qui fait un travail extraordinaire. Ils offrent des tests du liquide céphalorachidien partout au Canada. C'est excellent. Mais il y a un nombre limité de médecins spécialisés en démence. Donc, si on pouvait obtenir un test qui peut être interprété par des médecins généralistes, cela rendrait les choses beaucoup plus accessibles parce qu'on sait que les gens ont de la difficulté à avoir accès à un médecin de famille. Alors, imaginez pour des spécialistes de la démence. Merci à tous. Mario est là. Mario fait partie de notre groupe. Veuillez éclaircir quel type de médicaments peuvent être utilisés comme traitement plutôt que comme médicaments préventifs. Excellent. Merci pour cette excellente question, Mario. Oui, c'est un excellent point. Alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il est important de déterminer quels sont les médicaments disponibles pour l'Alzheimer. Il y en a 4 qui sont approuvés en ce moment et qui sont des aides à la vie quotidienne. Ce ne sont pas des médicaments préventifs. Il y en a d'autres qui sont en phase de mise en phase de conception et qui visent à prévenir l'Alzheimer ou sa progression. Il y a une étude en ce moment qui porte sur la démence frontotemporale associée à un biomarqueur génétique. Le biomarqueur génétique qu'une patiente a eu lui a permis de participer à la conception et à la recherche sur un nouveau médicament. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cela pour ce qui est des médicaments disponibles et à quel point ils peuvent être utiles à un niveau précoce, même s'ils ne sont pas préventifs? Je pense que, bon, ce n'est pas mon domaine de recherche, mais d'après ce que je sais, c'est que bon nombre de médicaments qui sont mis au point visent à cibler une pathologie en particulier. Donc, c'est difficile de combiner les deux parce qu'on considère la maladie d'Alzheimer comme une forme de démence, mais lorsqu'il est question des thérapies de modification de la maladie, celles-ci peuvent viser par exemple les amyloïdes.
Alors, je ne connais pas tellement les autres formes de démence, mais il y a d'autres pathologies sous-jacentes à ces formes de démence. Donc, différents types de cibles que ces médicaments devraient cibler. Alors, je ne sais pas où en est la recherche à ce niveau, mais je sais que dans le domaine de l'Alzheimer, il y a des médicaments qui en sont à des essais cliniques de phase 3 qui approchent de la fin du processus et qui visent des amyloïdes et la protéine Tau. Merci Jennifer. Quelqu'un d'autre pour répondre à cette question de Mario? Pour les médicaments disponibles? Bon, je pense que vous avez indiqué les choses très clairement dans votre observation, Mario. C'est sûr qu'il convient d'en apprendre davantage à ce sujet. Et merci Jennifer de votre point de vue là-dessus. Il nous reste quelques minutes. Ceux qui ont envoyé des questions anonymement, c'est difficile de faire le suivi par courriel par la suite. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à publication à alzheimer.ca. Et si vous souhaitez demeurer anonyme, vous pouvez envoyer ça dans le clavardage. Bonne question. Y a-t-il une différence entre les biomarqueurs de l'Alzheimer chez les hommes et chez les femmes? Je ne crois pas qu'il s'agisse de biomarqueurs différents. Mais les femmes ont tendance à développer cette maladie, à contracter cette maladie plus tôt. Je ne crois pas qu'il y ait quelques différences au niveau de l'atrophie du cerveau ou des biomarqueurs entre les hommes et les femmes, du moins à ce que je sais. Merci, Printa. Donc, dans le cadre de votre recherche, vous n'avez pas tellement observé de différence entre les hommes et les femmes pour ce qui est des biomarqueurs de l'Alzheimer. Exactement. Michael, est-ce que vous avez pu observer quelque chose ou Jennifer? Oui, c'est pas tant les biomarqueurs en général, c'est plus d'avoir un biomarqueur spécifique. Donc chaque biomarqueur va être différent pour ce qui est des différences entre les genres. Moi, les biomarqueurs auxquels je m'intéresse ne permettent pas d'observer de différence entre les sexes. Peut-être que ce sera le cas plus tard si on établit des valeurs limites. Mais pour le moment, celles-ci sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Y a-t-il il y a parfois des différences cliniques de manifestation de la démence chez les hommes et les femmes. Michael, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, j'ai tenté de répondre à une question qui a été posée de façon anonyme si la personne ne nous envoie pas un courriel. La démence avec anticorps peut-elle être distinguée des autres types de démence? Je pense que c'est une excellente question. C'est l'un des problèmes que nous rencontrons. Et c'est ce que je disais lorsque je parlais de pathologie sous-jacente. Alors, vous pouvez avoir reçu un diagnostic d'une forme de démence, mais vous pouvez peut-être avoir d'autres copathologies d'une autre démence. Donc, vous avez une forme principale de démence, mais il se peut que vous ayez des plaques amyloïdes qui témoignent d'une maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors, c'est difficile de distinguer les choses. Si on détecte cela, c'est ça qu'il faut traiter. Donc, il se peut que vous ayez euh, des diagnostics de plusieurs types de démence. Alors, avoir des biomarqueurs spécifiques serait donc particulièrement utile à y voir plus clair dans toute cette complexité. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter, Prince, Michael? Oui, lorsqu'on a parlé d'imagerie cérébrale, la maladie de Parkinson, etc., on peut observer des modifications qui surviennent dans certaines zones du cerveau, mais
Habituellement, ces pathologies se manifestent plus ou moins de la même façon, mais parfois, on peut établir une distinction, en mesurant certains niveaux plus précisément. Excellent, merci d'avoir répondu à cette question. Comme je l'ai dit, ceux qui ont posé une question de façon anonyme, vous pouvez nous envoyer votre question par courriel et nous y répondrons dans la prochaine semaine. Nous allons maintenant conclure. Merci de vous être joints à nous. Merci d'avoir, fait part de votre expérience et de votre sagesse. On se retrouve, donc pour notre prochaine séance le 14 février, jour de la Saint-Valentin à 12 heures heure de l'Est, lorsque nous parlerons de la diversité de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes au Canada. Merci de votre attention. Merci, à la fondation Brain Canada d'avoir parrainé cet événement et merci beaucoup de votre participation et bonne journée. Merci à tous et à toutes.